Mesdames et messieurs, votre fidélité à DRTV HD Pointe-Noire, votre chaîne de proximité nous rassure. À toutes et à tous, nous vous formons nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité tout au long de l'année 2026. Vous avez ainsi raison de suivre DRTV HD Pointe-Noire. Voici le sommaire de notre journal Retro 2025. Communication de la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire sur la bavure policière enregistrée au quartier Okwiku. En Zambie, dans le département du Kwilu, nous reviendrons sur la descente du préfet Paul Adam Dibouilou à la rivière Nombi, où les populations ont retrouvé le sourire après la réhabilitation du bac servant de transport d'une rive à une autre. Enfin, dans ce journal Retro, la première visite de travail du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Médard Milandou, sera à l'affiche. Mesdames et messieurs, bonnes conditions de suivi de ce journal synthèse. Ce citoyen rompu à la tâche de la culture est un artisan de haut niveau, exerçant sans outils appropriés son travail. Nous l'avons découvert à Dolisie, à proximité du buffet de la gare ferroviaire, où il expose ses articles finis. Cette personne vivant avec handicap est bien Berlin Mvumboulou, devenu célèbre à Dolisie par son génie créateur. Doué dans la finesse de son art, il donne l'exemple d'un auto-entrepreneur et demeure à la recherche des personnes de bonne foi pouvant l'aider à rendre professionnel son art. Un art qu'il a débuté depuis 2010 sans fréquenter une seule école professionnelle. J'ai commencé à faire ce genre de travail depuis 2010. 2010, là où je travaillais au Grand Hôtel. On m'a pris comme jardinier. Maintenant, avec le temps, j'ai recevé comme des rêves. C'est comme si je suis en train de façonner quelque chose. Je ne suis pas parti à l'école peut-être des beaux-arts. Ça me venait dans le songe, quoi. Donc je suis un amateur. J'ai besoin de ciment, sable et de fer. Parce que je vais d'abord monter les squelettes et je vais habiller les squelettes. Un Chinois qui fait des gratte-ciel, il n'est pas long. Il a des techniques de monter, il a aussi des techniques de finir. Bon, moi je prends quelque chose qui va me mettre un peu à la hauteur de la chose que je suis en train de faire. Il a besoin d'aide et sollicite les personnes de bonne foi, dont la ministre de tutelle. J'ai besoin d'aide. Si l'État peut me soutenir ou il y a des bonnes personnes de bonne volonté qui peuvent me soutenir, vraiment ça sera un bienvenu. Parce que je suis en train de faire comme des matériels que je suis en train d'utiliser comme des matériels amateurs. J'ai besoin de matériels sophistiqués et professionnels. Là, je suis en train de travailler comme un amateur. Le message que je vais donner, c'est au ministre de la Culture et Arts. Vraiment, il faut faire peut-être des émulations pour chercher des artistes qui sont cachés. J'invite Madame la ministre pour venir sur place à Dolisie, pour venir me découvrir ce que je suis capable de faire. Les œuvres de cet artisan sont bien appréciées par les Dolisiens de passage à son cadre de travail, qui par ailleurs le félicite. C'est à féliciter. C'est un peu difficile pour lui, mais quand même il arrive à faire des chefs-d'œuvre. Donc c'est vraiment du top niveau, quoi. Donc moi je suis de passage souvent ici, je vois souvent des pots de fleurs, des poissons et tout. Donc du coup c'est vraiment un chef-d'œuvre pour lui. Vu son état, vraiment c'est à féliciter. Je suis vraiment très ému de constater que il y a le génie créateur congolais qui s'exprime à travers ce monsieur. Qui visiblement nous épate un peu dans sa création. Je vois là, il y a la carte d'Afrique qu'il est en train de réaliser avec du ciment simple. Et de l'autre côté là-bas, je vois des pots en forme de poisson. Je trouve que c'est vraiment formidable. Je me dis que l'on ne peut pas se sous-estimer dans la vie. L'art, c'est moi, la chance, c'est nous, disait Claude Bernard. L'artiste est appelé à ressortir son talent à travers son sens de créativité. C'est ce que fait Berlin Mvumboulou.
Oui, merci beaucoup. Merci. Une délégation des autorités locales du département du Kwilu, conduite par le préfet de ce département, Paul Adam Dibouilou, s'est rendue le mercredi 19 février 2025 à la rivière Numbi, dans la sous-préfecture d'Nzambi. Descente effectuée pour s'enquérir de la situation du bac et d'un véhicule immergé dans cette rivière, causant 3 morts le mercredi 12 février dernier. Ici, les experts de Petrodive, partenaires sollicités pour l'extraction du bac et du véhicule immergé, sont à pied d'œuvre. Mais le travail est difficile dans sa procédure. Quoi qu'il en soit, les résultats seront satisfaisants à en croire les propos du chef des opérations. Entre-temps, le préfet Paul Adam Dibouilou a convoqué séance tenante une réunion à laquelle ont pris part le président du conseil départemental du Kwilu, les parlementaires, le sous-préfet et la force publique. Nous remercions tous ceux qui ont œuvré, n'est-ce pas, pour sortir les corps des gens qui étaient naufragés, pour ressortir les colis qui étaient enfouis dans l'eau, ensuite pour convoyer les corps inanimés à la morgue de Pointe-Noire. Nous les remercions. Et maintenant, il fallait trouver d'autres solutions. Lesquelles? Le bac est naufragé, il y a un véhicule qui est sur le bac. Alors, comment faire, n'est-ce pas, pour sortir ces engins-là? C'est une problématique. Mais la plus grande problématique, c'est le fait que les populations qui sont de l'autre rive sont véritablement coupées du reste de la République. Ces populations, vous voyez, au jour le jour, sont en train d'être affamées parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement. Vous voyez, ce bac était un relais indispensable et inconditionnel. En Zambie, de l'autre côté, de la rive droite de la Numbi, les populations peinent à s'alimenter. Le préfet appelle à l'aide gouvernementale car l'urgence y est. Nous-mêmes déjà, on allons lancer un cri de cœur à travers les donateurs potentiels qui pourront nous aider à avoir des vivres au niveau du Kwilu et de Pointe-Noire, le département voisin, et nous reviendrons ici pour les donner gracieusement aux populations. Depuis fort longtemps, il y a eu des investissements qui ont été réalisés, des gens qui ont touché de l'argent, pour tout le dire, pour refaire un bac neuf. Il y a des années, ces gens-là n'ont rien réalisé. Et très récemment, il y a encore une autre entreprise qui a eu une avance pour venir refaire le bac, le réhabiliter, et ça n'a pas été fait. Il y a quelques mois, nous sommes venus ici avec le chef du gouvernement, le Premier ministre, avec une société qui devait entreprendre les travaux de la construction du pont. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, bon, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils vont revenir immédiatement ou pas du tout? Mais nous sommes ici dans le cri de cœur. Une sollicitude au niveau du gouvernement, qu'on revienne ici avec le gouvernement et les ministères concernés pour repenser la question du bac. Parce que celui qui est enfoui dans l'eau, on peut dire qu'il est obsolète et ne pourra plus être en état de marche. Les populations de Nzambi, habitant à proximité d'une réserve naturelle, méritent d'être soutenues. Déjà, le parc de Konkwati-Doli a accepté de mettre une embarcation 2 fois dans la semaine pour permettre la circulation des personnes et des biens. Les travaux de la première édition de la revue du secteur privé de la santé et des services de santé des armées ont été ouverts à Pointe-Noire ce lundi 3 mars 2025 par le ministre de la Santé et de la Population, le professeur Jean-Rosaire Ibarra. Ce, en présence d'un parterre d'invités, notamment le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, et du représentant par intérim de l'OMS au Congo. La redevabilité et la responsabilisation du secteur privé de la santé, source d'amélioration de la qualité des soins et services de santé de la population, c'est le thème retenu pour cette première édition qui sera structurée en 9 panels. Une initiative inscrite dans le droit fil de la vision éclairée du chef de l'État, a précisé Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire dans son mot d'accueil. Peu avant, le docteur Philippe Kalina a fait le rappel des fondamentaux de la politique nationale de santé 2018-2030. La Constitution de la République du Congo reconnaît l'État comme garant de la santé publique. C'est dans cette optique que la politique nationale de santé PNS 2018-2030 a été élaborée avec pour vision
de doter le pays d'un système de santé performant et résilient, capable de garantir l'accès universel à des soins et services de santé de qualité, assurant ainsi à la population un état de bien-être propice au développement et à la croissance nationale. La tenue de ces assises a été saluée par l'OMS et les partenaires techniques et financiers. L'Organisation mondiale de la santé, les partenaires techniques et financiers saluent à sa juste valeur la tenue de cette revue à quelques années de l'échéance de 2030 pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Le cadre de dialogue qui prend corps aujourd'hui permettra de renforcer la participation des secteurs privés et du secteur militaire, d'exploiter leur potentiel afin d'impacter positivement l'état de santé et de bien-être des populations congolaises. Ouvrant les travaux, le ministre de la Santé et de la Population a ramené ces retrouvailles dans une opportunité d'échange. Ce moment est une opportunité précieuse pour échanger sur les avancées, les défis et les perspectives de collaboration entre le secteur public et le secteur privé en matière de soins de santé, et aussi d'intégration du secteur privé dans le processus de planification dans le système de santé global de notre pays. Le secteur privé de la santé joue un rôle essentiel dans la prise en charge de nos concitoyens. Par son dynamisme, son innovation et son investissement dans les infrastructures modernes, il contribue à l'amélioration de l'offre de soins et à la réduction de la pression sur les établissements publics. Les travaux de cette première édition s'achèveront le mercredi 5 mars prochain. Les magistrats du parquet près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire et les officiers de police judiciaire du commandement territorial des forces de police Pointe-Noire-Kouilou ont eu une séance interactive le vendredi 11 avril 2025 pour trouver les techniques et les mécanismes d'éradication du grand banditisme. Une rencontre pédagogique en vue de travailler en étroite collaboration pour limiter les vices de procédure, les préjugés et les zones d'ombre. Un rendez-vous du savoir pour renforcer les capacités des OPJ en se référant au Code de procédure pénale. À l'ouverture des travaux, 2 allocutions ont retenu notre attention, dont le mot de bienvenue du colonel-major, commandant territorial des forces de police Pointe-Noire-Kouilou, qui a situé l'intérêt de l'événement judiciaire du jour. L'allocution de la procureure de la République auréolée de cette initiative. Depuis plus d'une décennie, nous faisons face à un phénomène criminel des plus préoccupants, celui de la criminalité du groupe, impliquant la couche juvénile de notre population. La ville de Pointe-Noire n'est pas épargnée, bien au contraire, après Brazzaville, elle constitue le 2e terreau du problème dans notre pays. C'est dire que l'action répressive doit se mettre au diapason pour contenir le phénomène et y apporter la réponse idoine. À cela s'ajoute le contingent des affaires coutumières dont nous avons la charge au quotidien, avec les moyens qui sont les nôtres. Il importe de savoir que le succès de l'action répressive tient à sa conformité à la loi. Elle ne peut donc aboutir favorablement que lorsque les règles pour ce faire sont respectées. Ensemble, avec l'équipe qui m'accompagne, nous avons, durant 2 ans d'exercice de nos fonctions respectives, pu identifier un certain nombre de failles sur lesquelles il nous faut collectivement travailler. Après 2 heures d'échange à huis clos, le représentant du colonel-major a restitué la trame des travaux. Vous vous souviendrez qu'au dernier réveillon d'armes, le président de la République a martelé sur la lutte contre la criminalité, l'éradication des bandes criminelles. Les OPJ étant les acteurs principaux, devant constater les infractions, devant rechercher les délinquants, ont l'obligation de travailler dans une certaine symbiose, de travailler en harmonie avec le parquet qui assure la direction de la police judiciaire.
Et donc, c'est s'inscrivant dans cette perspective que cette séance de travail a été organisée, parce que, visant le même but, il était normal et il était presque temps que le parquet vienne à nous et que nous nous mettions résolument à l'écoute afin de nous remettre sur les bons rails. Parce qu'il faut avouer que la pratique de la police judiciaire peut faire que les OPJ puissent s'écarter des dispositions du Code de procédure pénale. Et donc nous nous réjouissons de ce qui nous a été dit aujourd'hui nous a permis de recadrer notre tir et désormais de travailler afin que nous puissions accomplir avec beaucoup plus d'efficacité les missions qui nous sont prescrites, particulièrement pour cette année, pour laquelle le président de la République a insisté sur l'éradication du grand banditisme. Une rencontre pédagogique répondant aux aspirations du président Denis Sassou Nguesso à l'attention des magistrats et des OPJ de l'exécution des objectifs de l'action de répression fixée pour l'année 2025. Les installations de la centrale électrique du Congo, CEC en abrégé, ont été visitées par une délégation de la Commission économie, finances et contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale le mardi 1er avril 2025. À la tête de cette délégation, l'honorable Maurice Mavungu, président de la commission précitée, ici reçu par Marcelin Dibou, directeur général adjoint de la CEC représentant le responsable numéro 1 de cette structure. Dans la salle de réunion, après l'induction de sécurité, les visiteurs ont suivi avec beaucoup d'attention la présentation de la CEC, projection à l'appui. La centrale électrique du Congo possède 3 turbines d'une capacité globale de 484 mégas, dont une était en fin de cycle, notamment la GT1. C'est à l'issue d'un grand travail abattu par les techniciens que cette turbine a été remise en service depuis le 31 mars 2025 au soir. Ce qui a été effectivement remarqué lors de la visite guidée. Une visite allant de la GT1, première turbine remédiée, jusqu'à la GT3 pour terminer à la salle de contrôle. L'ancien rotor de la GT1 a été remplacé par le nouveau ici représenté en image, le directeur général adjoint de la CEC. Nous avions des travaux au niveau de la première turbine, la GT1. Ces travaux, c'est la révision générale de la turbine. La turbine est arrivée en fin de cycle de vie. Et il fallait donc renouveler les organes de la turbine, ce qui a été fait. Le directeur technique et ses équipes ont travaillé, ainsi que le constructeur en salle d'eau, ont travaillé à pied d'œuvre. Et depuis hier, on a trouvé la solution. Aujourd'hui, la turbine est en marche, en activité. Nous avons l'habitude de travailler avec le gouvernement de la République, mais nous pensions quand même qu'au niveau de la représentation nationale, il fallait qu'on échange pour qu'ils aient une vue de ce qui se passe, des problématiques de la CEC, et c'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir accueilli la Commission économie et finances. La CEC, société anonyme investie à 80% par l'État congolais, mérite un regard de la Commission. La Commission économie et finances vient également pour porter son regard sur le financement de cette société. Et il va de soi que c'est des questions qui relèvent du portefeuille de l'État. L'État a des sociétés pour lui apporter des moyens afin d'abonder son budget. Et pour le cas d'espèce, nous sommes venus également pour regarder comment est-ce que cette société-là peut, naturellement avec le ministère en charge du portefeuille public, comment on peut regarder si les subventions nous asphyxient. Il faut trouver d'autres modalités, telles l'ouverture du capital, n'est-ce pas? Si nous avons d'autres partenaires qui peuvent arriver à porter du frais, mais il faut rentabiliser cette société pour que l'État en tire réellement profit. C'est aussi le rôle de la Commission, parce que nous nous occupons également des questions budgétaires.
Le port autonome de Pointe-Noire et Aropa Port ont signé à Paris le 23 mai dernier un accord de coopération stratégique. Accord signé lors de la visite officielle du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, en France. Séraphin Bala et Chris Danaradjou, respectivement directeur général du port autonome de Pointe-Noire et directeur général adjoint de Aropa Port, ont paraphé devant le chef de l'État congolais et la ministre en charge des Transports, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas. Cet accord de coopération annoncé lors du Business Forum organisé à Paris par le port autonome de Pointe-Noire est une avancée majeure dans les relations de coopération entre ces deux grandes institutions portuaires. Il porte entre autres sur le développement commercial grâce au renforcement des réseaux commerciaux et des flux maritimes, ainsi que la promotion de l'innovation technologique, le partage d'expertise. Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire. La signature de cet accord de coopération ne vient que formaliser quelque chose qui existe depuis tant d'années et donc qui va permettre justement de booster cette dynamique, donc ce partenariat que nous avons entre Port de Pointe-Noire et Port Aropa, c'est-à-dire le Havre, Rouen et Paris. Le Port de Pointe-Noire, comme vous le savez, est non seulement au service du Congo, mais aussi de toute la sous-région. Il est appelé porte océane de l'Afrique centrale. Et donc, depuis une vingtaine d'années, il y a eu des investissements qui ont été consentis. Et aujourd'hui, le port a pris une certaine dimension, mais qui nécessite que le personnel qui y travaille soit recyclé, soit formé. Et pour cela, nous avons pensé que notre partenaire Aropa pouvait nous amener de l'expertise. Premier complexe portuaire français, Aropa Port regroupe les ports du Havre, de Rouen et de Paris. Cet accord, il vise évidemment à échanger sur des problématiques qui touchent l'ensemble des ports aujourd'hui, en fait, à optimiser la chaîne logistique, verdir effectivement le transport maritime et donc effectivement échanger sur les bonnes pratiques pour aller ensemble dans ces objectifs qui nous sont assignés par la globalisation aujourd'hui. Et d'autre part, je trouve que ce type d'accord entre deux acteurs publics, c'est clairement un message pro-business envers effectivement les opérateurs économiques pour dire deux acteurs publics s'associent pour créer les meilleures conditions pour développer le trafic, pour développer le business entre deux entités. Et donc aujourd'hui, les opérateurs économiques sont les bienvenus pour continuer à développer les flux et les investissements entre les deux ports. Enfin, ce partenariat traduit la volonté du port autonome de Pointe-Noire sous l'impulsion des plus hautes autorités congolaises de renforcer son intégration dans les chaînes logistiques mondiales et de consolider sa position de hub maritime régional sur la façade atlantique africaine. Le bac immergé dans la rivière Numbi, à la sous-préfecture de Nzambi, dans le département du Kwilu, a été réhabilité et remis en service le jeudi 26 juin 2025. Les clés du moteur de ce bac ont été réceptionnées par le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, dans une cérémonie qui réunissait les corps constitués départementaux. Souhaitant la bienvenue aux hôtes, le sous-préfet de Nzambi a fait le rappel du drame survenu le 12 février dernier. Le 12 février dernier, en ces lieux, le trafic sur la route nationale numéro 4 était rompu et 3 de nos compatriotes nous quittaient après l'immersion du bac et du véhicule de transport. 7 jours après, vous lanciez les travaux qui ont permis l'immersion du camion et du bac inondé. Le désenclavement de l'arrière-pays étant parmi les priorités inscrites par le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dans son projet de société Ensemble poursuivant la marche, vous concrétisez cette vision aujourd'hui en rétablissant le trafic resté rompu pendant 5 mois par la remise à flot du bac après sa rénovation. Pour son implication à l'allègement des souffrances des populations en fournissant les tôles qui ont servi à la réfection du bac. Monsieur le préfet du département, pour sa médiation soutenue, ces interventions multiformes dans la recherche de solutions aux difficultés des populations. Très précis et concis, le directeur du parc national Konkwati-Douli a notifié l'engagement du parc à l'intérêt général des populations de Nzambi. Grâce à l'appui sans faille et aux autorisations fournies dans les plus brefs délais par la préfecture, le conseil départemental et l'énergie que je salue du sous-préfet de Nzambi,
Ensemble, nous avons mis en place des solutions immédiates pour pallier à l'absence du bac. Nous avons pu remettre à flot ce bac rapidement et après avoir pu sécuriser un financement exceptionnel de Perenco et nos fonds propres, le Parc national avec l'appui de HELP a pu lancer rapidement le chantier et le finir dans les temps avec l'entreprise Proclean Solutions. Ce bac, soutenu par un moteur de 85 chevaux, facilite le transport des populations de la rive gauche à la rive droite. Une fois la séance de remise des clés faite, le préfet du département du Kwilu a fait observer 1 minute de silence en mémoire des 3 victimes de cette immersion du 12 février 2025. Pour se rassurer du bon fonctionnement du bac réhabilité, quelques officiels avec à leur tête le préfet ont fait une petite balade d'essai. C'est un sentiment de bonheur que de retrouver cette population en liesse en ce net moment. Parce qu'il y a 7 mois, nous étions venus ici pour constater avec stupeur et haut-le-cœur l'immersion de ce bac qui naturellement a causé des dégâts avec mort d'homme. Nous étions effectivement écœurés, pleurés et nous avons invoqué le ciel pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Nous sommes venus ici pour rassurer la population de ce que la promesse du président de la République va être tenue, notamment la construction du pont. Le Premier ministre lui-même s'est rendu ici pendant ces moments difficiles et a rassuré les populations pour dire que cette promesse sera tenue. Le bac a été certes remis en service, mais les populations de Nzambi attendent impatiemment la construction du pont, promesse du chef de l'État. Les villes de Pointe-Noire Guadeloupe, représentées par Camille Elisabeth, et Pointe-Noire Congo, par Evelyne Titielé, ont solennellement signé, ce vendredi 4 juillet 2025, un accord de partenariat de jumelage dans la salle de mariage de l'hôtel de ville de Pointe-Noire. Un rendez-vous d'amitié et de coopération rehaussé par les présences des officiels des départements de Pointe-Noire, Kwilu et de la Guadeloupe. 3 moments forts ont marqué cette cérémonie, dont le mot d'hospitalité du maire de la ville de Pointe-Noire à ses hôtes et celui de Camille Elisabeth qui a vu transformer son rêve en réalité. Je commençais mes propos par cette citation de Martin Luther King. « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront sûrement. » Un jeune homme de 10 ans que j'étais découvre sur un bouquin, sur un livre ouvert, une carte du monde avec une flèche partant de l'Afrique allant vers les Antilles. Et le début de cette flèche, il y avait la ville de Pointe-Noire. Et jeune, je m'interroge, je me dis, ah, il y a une ville qui s'appelle Pointe-Noire en Afrique, comme nous en Guadeloupe. Une trentaine d'années plus tard, j'arrive comme un cheveu sur la soupe en politique. Et ma première réaction a été de proposer au maire de l'époque de procéder à un rapprochement entre nos 2 villes. Ensuite, les 2 parties ont procédé à la signature et aux échanges des parapheurs pour donner un éclat à ce partenariat. Un communiqué final des accords de partenariat a été lu par le 2e secrétaire du bureau exécutif du Conseil. Conformément au terme de référence établissant les relations diplomatiques franco-congolaises et dans le cadre de la coopération décentralisée qui en découle, la ville de Pointe-Noire en Guadeloupe et la ville de Pointe-Noire en République du Congo s'engagent dans un rapprochement à travers un jumelage en faveur de leurs communautés respectives, dans le but de promouvoir l'amitié et la connaissance mutuelle entre leurs peuples, renforcer les liens historiques en matière notamment économique, socioculturelle, touristique et environnementale. Cette convention de jumelage émane de la volonté partagée et exprimée depuis plusieurs années des parties désireuses de renforcer leurs liens en mettant en œuvre des projets spécifiques et mutuellement bénéfiques. Un accord de partenariat convivial qui s'est achevé par la remise de présents entre les autorités de ces 2 villes pour sceller l'amitié Congo-Guadeloupe.
Les corps constitués départementaux du Kwilu ont été ce vendredi 15 août 2025 au rendez-vous de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo. Cadre choisi pour cette célébration, l'esplanade du siège du conseil départemental du Kwilu. À l'arrivée du préfet de ce département, Paul Adam Dibouilou, tout est fin prêt pour le début de la cérémonie à travers la levée des couleurs nationales. Après, retentit l'hymne national, la congolaise. La thématique de cette édition, à savoir mobiliser dans la paix, poursuivant la marche vers le développement, a été développée par Jacob Louemba, directeur départemental des arts et lettres Kwilu. En voici un extrait. Cette célébration de portée hautement historique est un moment de se souvenir des valeurs qui ont fondé notre pays, mais aussi l'occasion de faire notre examen de conscience afin de prendre plus de responsabilités, comme nous y invite si souvent le président de la République, chef de l'État. 65 ans, c'est l'âge de maturité d'un pays pour mesurer son parcours, ses efforts et ses résiliences. C'est aussi un moment de prise de conscience collective permettant de consolider les acquis obtenus au fil du temps et se projeter dans l'avenir. Cette commémoration a donné l'occasion au préfet du Kwilu de remettre symboliquement les couleurs nationales à un échantillon de responsables civils et militaires. Le 15 août est une journée mémorable. C'est une journée mémorable parce que cette journée met en osmose toute la population congolaise. Derrière le président de la République, chef de l'État. C'est un pays qui a retrouvé son unité, la paix et la concorde nationale. Et ce n'est pas des vains mots. C'est dire que ces mots-là, une fois consolidés dans ce pays, nous ont amenés à entreprendre le développement de notre pays dans la paix et dans l'unité. C'est pour cela que le thème choisi cette année est un thème porteur, parce que nous sommes mobilisés tous comme un seul homme, à l'unisson, pour accompagner le président de la République à achever son œuvre de construction et dans la paix. Nous avons retrouvé cette paix parce que si nous regardons le rétroviseur, nous remarquons que notre pays a beaucoup souffert des divergences, des atermoiements, parfois des luttes fratricides. Et ça fait 2 décennies déjà où le président de la République, revenu aux affaires, a consolidé la paix, entrepris de développer notre pays. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme je l'ai dit, nous devons accompagner le président de la République dans l'engagement qu'il a déjà pris auprès des Congolais pour que notre pays devienne demain un pays développé dans tous les secteurs. Et cela est déjà palpable. Dans les sous-préfectures du Kwilu, les chefs de district ont mobilisé les populations pour donner un éclat particulier à ce jour anniversaire de la République. C'est sous le patronage du préfet Pierre-Sévère Iboko Onanga que les forces vives du département de Pointe-Noire ont célébré ce vendredi 15 août 2025 le 65e anniversaire de la République du Congo sur le boulevard Marien-Ngouabi. Une célébration marquée par un défilé civil galvanisé par les vertus de la paix et du vivre ensemble au son de la fanfare kimbanguiste. Après le passage de l'étendard, l'assistance a suivi avec attention la rediffusion du message à la nation du chef de l'État. Un message axé sur la paix et le panafricanisme qui a fait des émules. J'ai suivi le message à la nation du président depuis hier à 20h et je l'ai suivi encore attentivement ici avant l'ouverture du défilé. Effectivement, le président a d'abord insisté sur l'indépendance que le Congo a acquis chèrement. Et il a insisté sur le fait que l'indépendance est quelque chose que tous les Congolais doivent
préserver jalousement. Et que pour préserver jalousement l'indépendance, il faut la paix. Il faut la paix et le président n'a cessé de revenir sur la paix comme credo. Il a invité les jeunes notamment à avoir une résilience, n'est-ce pas, à se battre parce que rien dans le monde ne se donne. Rediffusion d'un message qui a permis au préfet d'autoriser le défilé civil. Je donne acte à votre déclaration et vous autorise à commencer le défilé civil. Devant la tribune officielle, ont défilé tour à tour les carrés de la préfecture, de la municipalité de Pointe-Noire, des entreprises d'État, des sociétés pétrolières, des arrondissements et des partis politiques. Satisfait, le préfet s'est ainsi exprimé. Pointe-Noire et la Songa ont eu droit à un défilé civil, ça veut dire défilé des forces vives de ce département. Et donc pour moi c'est un honneur que de savoir ce défilé totalement réussi et bien organisé. Je crois que la population de Pointe-Noire a fait preuve de grandeur, parce qu'il s'agit d'une population qui est à l'écoute des autorités. Un pari de gagné pour Pierre Sévère Iboko Onanga, qui a savouré en 3 heures l'éclat de sa première fête d'indépendance à Pointe-Noire ce 15 août 2025. Suivant une information vérifiée d'un citoyen de Songolo dans l'arrondissement 5 Mongo-Poukou à Pointe-Noire, un réseau de présumés malfrats pratiquant le vol qualifié, le Spirit Shiba, l'escroquerie en ligne a été démantelée depuis le dimanche 31 août 2025. Une étroite collaboration entre la population, les services de sécurité et la police judiciaire a mis à nu ces actes de déviance à grande échelle dans la ville de Pointe-Noire. Une information vérifiée qui a permis au commandement territorial des forces de police Pointe-Noire-Kouilou, sous la conduite de son chef, le colonel-major Didas Delphin Yobi, de présenter ce lundi 8 septembre 2025 ces malfrats au commissariat central. Des déviances aux nombreuses victimes que dénonce le commandant territorial de la police judiciaire, le colonel Joachim Yamonda. Le premier fait, ce n'est pas un fait nouveau, c'est un vol qualifié que nous appelons communément le boom à l'étranger. Le boom à l'étranger, c'est un vol assez particulier qui se caractérise par le fait que les délinquants bien organisés prennent des renseignements sur la cible, en ce sens qu'ils savent à peu près à quelle heure les occupants sortent, à quelle heure les occupants peuvent revenir chez eux à la maison. Après avoir réuni toutes ces informations et munis de matériel, de multiples clés, ils s'introduisent tranquillement dans la maison et prennent tout ce qu'ils veulent prendre. Le deuxième fait, c'est celui lié à l'escroquerie. L'escroquerie étant ces manœuvres qui sont faites par les délinquants pour se faire remettre des biens, de l'argent ou autre chose à la suite d'un certain discours qu'ils tiennent aux victimes. Mais cette fois-ci, c'est une escroquerie assez particulière parce que elle se fait dans le domaine spirituel. Vous êtes malade, vous êtes entraîné vers un guérisseur ou un pasteur. Celui-ci, après avoir obtenu des informations sur votre vie, sur votre famille, se met à vous faire miroiter des gains d'argent qui seraient transportés par des esprits. Et c'est ce que nous appelons le spirit. C'est de l'escroquerie pure et simple. Et le troisième cas, c'est celui d'une escroquerie également, mais cette fois-ci, c'est en ligne. Les réseaux sociaux ou les nouvelles technologies, c'est une bonne chose, mais
avec elle, nous devons savoir que le cyberespace, c'est un espace où il y a une vie. Et donc, la criminalité est en train de se développer. Alors, pour le cas d'espèce, il s'agit d'un groupe de personnes organisées qui font miroiter un travail. Au travail des contacts, des relations, on vous fait venir, moyennant une somme de 520 000 francs. Et par la suite, ce n'est plus le travail, on vous dit que vous intégrez un réseau dans lequel vous êtes obligé de parrainer 2 personnes. Et ces 2 personnes doivent aussi payer la même somme de 520 000. Et par la suite, on vous dit que cet argent a été investi dans une industrie pharmaceutique qui se trouve en Allemagne, en Europe, en Asie, et vous devez attendre que ces produits vous parviennent. Et finalement, les produits ne viennent jamais. Ces présumés malfrats seront présentés au parquet de la République pour la suite de la procédure. Nous avons par conséquent décidé d'engager des poursuites. Stéphanie Souvenir Tibi Ititi, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, a rendu public le mercredi 15 octobre 2025 les conclusions de l'enquête relative à la mort de Sylvie Christelle Bassanti Divassa. Cette dernière a trouvé la mort le 5 octobre dernier dans une séance de délivrance spirituelle à Makola, dans la sous-préfecture de Inda, comptant pour le département du Kwilu. Un rite cultuel regroupant 8 personnes dont la victime, consistant à tirer des cartouches modifiées contenant du poivre noir sur les fidèles y ayant pris part. Et quand arrive le tour de Sylvie Christelle Bassanti Divassa, la mort survient. Madame Bassanti, la défunte, s'était rendue sur les lieux sur appel de son pasteur et non accompagnée de sa tante comme cela a été relayé sur les réseaux sociaux. Les membres du groupe étaient conviés à une séance de délivrance spirituelle. Une délivrance qui s'opérait par des tirs rituels sur les participants, selon les rites Ngunza. La modification des cartouches visait à les rendre donc inoffensives. Des impacts de balles ont en effet été aussi constatés sur les autres participants. S'agissant du déroulement de l'incident tragique, l'ensemble des éléments recueillis établit que le nommé Nzonzala Erard Wilson a été le premier à tirer et son tir a visé Mabundu Fortuné. Par la suite, il remettait l'arme à ce dernier qui devait lui se charger de poursuivre le rituel sur les autres participants. Ainsi, tour à tour, il tirait sur les participants restants. Advenu son tour, Dame Bassanti Divassa Sylvie Christelle, dernière sur la liste, s'écroulait après le tir. Au nombre des personnes arrêtées par les services du commandement territorial des forces de police Kwilu-Pointe-Noire, notamment la police judiciaire, figurent 2 présumés coupables qui passeront à la session criminelle. Les faits tels que présentés mettent en cause principalement 2 individus, à savoir le nommé Mabundu Fortuné et Nzonzala Erard Wilson. À l'égard de Mabundu Fortuné, responsable du groupe de prière, il est établi notamment qu'il est l'auteur du tir ayant mortellement atteint la victime. Nous avons par conséquent décidé d'engager des poursuites contre lui suivant la procédure de crime flagrant pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. À l'encontre de Nzonzala Erard Wilson, organisateur de l'événement en cause et pourvoyeur de l'arme du crime, il est établi que non seulement il a fourni en conscience les moyens ayant servi à la commission des faits mis à la charge de Mabundu Fortuné, mais qu'il en a été aussi l'instigateur. Nous avons par conséquent décidé, en ce qui le concerne, suivant la même procédure de crime flagrant, de le poursuivre pour complicité de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le culte de délivrance s'est tenu dans une brousse éloignée des habitations. L'audience criminelle de ces 2 présumés coupables se tiendra dans les tout prochains jours, a conclu la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Nous
Médard Milandou, nouveau président du Conseil supérieur de la liberté de communication, a été ce mercredi 15 octobre 2025 l'hôte des professionnels de l'information et de la communication de la ville de Pointe-Noire. Accompagné d'une délégation de ses collaborateurs, dont Godefroy Yombi, haut conseiller, et de Théophas Mételikibi, secrétaire général de cette institution, le président de l'organe de régulation des médias a eu un accueil chaleureux justifié par la présence massive à ce rendez-vous des responsables des organes de presse. Léon Jean-Félix Evongo, délégué du Conseil supérieur de la liberté de communication dans les départements de Pointe-Noire et Kouilou, a relevé les difficultés vécues par les organes de presse évoluant dans son territoire de compétence. Par ailleurs, il a félicité le nouveau président du Conseil supérieur de la liberté de communication pour son élévation à la tête de cette institution. Prenant la parole à son tour, Médard Milandou a rappelé les missions assignées au Conseil supérieur de la liberté de communication. Je ne tiendrai pas de discours, mais tout simplement vous rappeler que le Conseil supérieur de la liberté de communication est cette institution qui régule la communication, l'information, la circulation de l'information, la circulation de tout ce qui est message dans notre pays. Et là, également beaucoup de rôles à jouer, dont celui de garantir aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication, celui de suivre les médias et assurer leur protection contre les menaces et les entraves dans l'exercice de leur fonction d'information libre et complète, de favoriser la libre concurrence, l'expression pluraliste des courants et pensées d'opinion, de veiller à la non-diffusion des informations qui ne concourent pas à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Pointe-Noire, ayant le paysage médiatique le plus fourni en République du Congo, voilà l'une des raisons de cette première mission à Pointe-Noire du président du Conseil supérieur de la liberté de communication à l'approche de la présidentielle de 2026. Le renouvellement, la demande et la délivrance de la carte d'identité professionnelle, le fonds d'appui à la presse, la régulation des médias en ligne, autant de questions abordées lors de l'interaction entre le président du Conseil supérieur de la liberté de communication appuyé par ses collaborateurs et l'auditoire. Le paiement de la redevance par les médias a été tout aussi soulevé par le président du Conseil supérieur de la liberté de communication. Enfin, Médard Milandou a promis revenir à Pointe-Noire pour échanger davantage avec les professionnels de l'information et de la communication. Bien au-delà, les portes du Conseil supérieur de la liberté de communication sont bien ouvertes à tous, a conclu le président du Conseil, tout en précisant que sa vision demeure greffée au texte du Conseil supérieur de la liberté de communication. Le départ du président du Conseil supérieur de la liberté de communication. Débuté le 4 novembre dernier, les travaux du 45e conseil annuel de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGPAOC en sigle, couplés à la 20e réunion des directeurs généraux des ports issus de la même association, se sont achevés vendredi 7 novembre 2025. La cérémonie de clôture a été placée sous l'égide de la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine et Bouka Babakas. Plusieurs rapports techniques des différents comités mis en place au cours des 10 travaux ont été présentés à l'assistance. Au nombre de ces rapports, celui de la 20e table ronde des directeurs généraux et de la réunion du comité directeur élargi présenté avec finesse par le secrétaire général de l'AGPAOC. Le 40e conseil annuel de l'AGPAOC, tenu au port autonome de Pointe-Noire, marque une étape déterminante dans la transformation des modèles de gouvernance foncière portuaire d'Afrique. 2 motions de remerciement et de félicitations ont été adressées respectivement au président de la République, Denis Sassou Nguesso, au gouvernement et au peuple congolais, ainsi qu'au port autonome de Pointe-Noire.
Le port autonome de Pointe-Noire a été honoré d'abriter ses assises. Nous avons été honorés d'être le port hôte de ce conseil. C'est ici l'occasion d'adresser toutes nos félicitations à notre frère Martin Bogikouma, directeur général de l'OPRAG, pour avoir présidé avec brio les travaux de notre table ronde. Aboubakar Dacho, président en exercice de l'AGPAOC, a salué quant à lui les participants venus de plusieurs pays sur la qualité de leur intervention. La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande clôturant les travaux. Je salue avec emphase et respect la longévité de votre association qui allègrement se joue du temps avec plus de 50 ans d'existence bâtie sur des valeurs de solidarité agissante, de compétitivité saine de ses membres, d'étroite coopération, le tout au service d'une intégration économique de 2 régions de l'Afrique abritant une zone d'expansion dans le trafic maritime mondial, gisement avéré de croissance pour nos produits intérieurs bruts. Je reconnais l'engagement et le professionnalisme de l'équipe dirigeante actuelle aux commandes. J'ai cité le président en exercice et le secrétaire général de l'association. Le port autonome de Pointe-Noire reflète une bonne image, a précisé ce participant. Le port autonome de Pointe-Noire, en voyant sur les documents, en voyant nos collègues du port autonome de Pointe-Noire, en venant sur place, le bâtiment lui-même renvoie le message, l'image c'est le message. Et on comprend que le port autonome est l'un des ports aujourd'hui qui est puissant en termes d'Afrique centrale, suivi peut-être des Cribés et de nos ports du Gabon naturellement. Le 40e conseil annuel de l'AGPAOC, un véritable succès. Cour d'appel de Pointe-Noire, nous sommes le vendredi 31 octobre 2025 lorsque le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, s'est adressé au cadre de l'appareil judiciaire évoluant dans le département de Pointe-Noire, notamment les magistrats. Le premier président de la Cour suprême a effectué le déplacement avec les hauts magistrats venant tous de Brazzaville. Il a fait, dans un premier temps, le rappel des missions de justice au sein de l'état de droit. La mission en tant que magistrat, en tant que juge, est de rassurer par la pertinence de nos décisions, de rassurer tous ceux qui, à un moment donné, ont été conduits à se présenter devant les cours et tribunaux en demande ou en défense. En matière pénale, les cours et tribunaux, vous le savez, doivent rassurer par la promptitude du prononcé des décisions attendues d'eux. Dans un univers où se développe la criminalité, menaçant l'ordre public et la sécurité, la paix publique, la justice pénale doit jouer véritablement son rôle. Pour ce faire, les cours et tribunaux doivent communiquer. Nous devons juger et communiquer en même temps. L'un des principes fondamentaux du droit processuel. En effet, outre les principes de procès équitable, de respect du contradictoire pour parvenir au procès équitable, de l'impartialité du juge, le droit processuel en matière de décision susceptible de recours fait obligation aux cours et tribunaux, en particulier aux juridictions d'instance, de donner avis aux parties présentes du délai et de la forme du recours qui leur est ouvert. Henri Bouka a également épinglé la question de surpopulation dans les maisons d'arrêt et de détention. Pour lui, il faudra mettre en œuvre des solutions adaptées. Il a par ailleurs dénoncé les actes d'agression morale perpétrés par un individu contre l'avocat général de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Nous sommes ici à Pointe-Noire pour dénoncer, au nom de tous les magistrats,
nous-mêmes y compris, bien sûr, les actes inadmissibles d'agression morale perpétrés par un individu détraqué à dessein contre l'avocat général Makita en mettant le feu à son véhicule sur les lieux de service et en tentant également de mettre le feu au véhicule de Mme Mbemba, conseiller à la Cour d'appel de Pointe-Noire. Sans répit, après Bangakayo, dans la sous-préfecture de Tchambanzassi, le président Denis Sassou Nguesso a procédé dans l'après-midi du lundi 17 novembre 2025 à l'inauguration de l'Institut national de biologie et de veille sanitaire, érigé en plein cœur de l'arrondissement 1 Émile Patrice Lumumba à Pointe-Noire. Un projet d'un partenariat réussi entre le gouvernement de la République et la Banque mondiale dans le strict respect de la vision sanitaire du président de la République. 4 temps forts ont constitué la toile de fond de cette cérémonie dans le mot de bienvenue du maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Chichele, de la représentante du groupe de la Banque mondiale axé sur les choix stratégiques de la ville de Pointe-Noire pour l'aboutissement de ce projet. Le choix stratégique de Pointe-Noire, centre économique majeur et deuxième ville du pays par sa population, s'inscrit dans une logique opérationnelle visant à optimiser la réactivité des services de santé face aux urgences sanitaires. Le groupe de la Banque mondiale a contribué à la construction et à l'équipement de l'Institut national de biologie et de veille sanitaire de Pointe-Noire à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA à travers le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale, d'une part, pour une enveloppe de 2 milliards de francs CFA, et à travers le projet de renforcement du système de santé, COBISA, d'autre part, pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA. L'allocution du ministre de la Santé de la Population qui a dévoilé des objectifs pédagogiques et les missions de cet institut. Ce laboratoire se positionne comme un centre d'excellence en biologie moléculaire appliquée à la santé publique et la surveillance génomique. Du laboratoire de microbiologie, ce laboratoire assure le diagnostic des infections bactériennes, virales et parasitaires, y compris celles à potentiel épidémique. Il travaille sur la résistance antimicrobienne, la tuberculose, le VIH, les hépatites, les infections respiratoires et les pathogènes émergents. Il est également au centre du système national d'alerte biologique, du laboratoire de biochimie, d'immunologie et d'hématologie, dédié à la compréhension des mécanismes immunitaires et des biomarqueurs. Il s'inscrit dans le diagnostic biologique avancé, la détection des maladies métaboliques, génétiques, l'exploration des troubles de la coagulation, le dosage des analyses biochimiques. Véritable port de recherche translationnelle, il explore les interactions entre immunité et cancer, identifie les biomarqueurs tumoraux et soutient le diagnostic précoce. Avant la visite guidée des pavillons de la structure, avec les officiels, le chef d'État a coupé le ruban symbolique d'inauguration. Enfin, la communion du couple présidentiel avec les populations de l'arrondissement 1 Lumumba pour clore cette journée sanitaire historique. C'est par l'inauguration de l'Université catholique de Liambou dans la sous-préfecture de Luango que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a débuté ses activités dans le département du Kwilu mardi 18 novembre 2025. Ici, les relations existant entre l'État congolais et le Saint-Siège sont consolidées davantage. Cette université doit son existence grâce à la matérialisation du projet de l'Église catholique par Total Énergie EP Congo et l'État congolais à travers la Société nationale de pétrole du Congo
SNPC en abrégé. Le préfet du département du Kwilu, Paul-Adam Dibouilou, recevant les hôtes, dont la plus haute autorité de l'État, a eu des mots justes pour saluer cette initiative d'éveil de la jeunesse. La cérémonie qui nous réunit ce jour est la matérialisation d'une ferme volonté, celle de poursuivre dans la paix et la sérénité les efforts combien louables de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et de son gouvernement, pour donner à la jeunesse congolaise, encore une fois, un accès à la formation scientifique de qualité, à même de lui permettre d'acquérir avec enthousiasme et ambition des connaissances que l'on puise aux sources éternelles de l'esprit et de la culture, afin de disposer des compétences plus adaptées aux exigences de la recherche et du marché du travail. Excellence, Monsieur le Président, avec l'inauguration de cette université, notre pays franchit une autre étape de sa marche résolue vers le Congo émergent. Denis Sassou Nguesso, mettant la formation des jeunes au centre de ses actions, Total Énergie EP Congo l'a bien regardé dans son viseur par l'entremise de son directeur général. Ce moment historique concrétise une vision ambitieuse, celle d'offrir à la jeunesse congolaise les outils d'un avenir radieux fondé sur le savoir, l'excellence et l'innovation. Votre présence, Monsieur le Président, ainsi que celle des membres du gouvernement, des autorités locales et de nos précieux partenaires témoignent de notre engagement commun, faire de l'éducation le pilier du développement humain et national. La ministre de l'Enseignement supérieur prononçant son allocution. 50 ans après la création de l'université Marien Ngouabi, après la création de l'université Denis Sassou Nguesso, après la création de l'École nationale de formation initiale et continue des enseignants à Muyonzi et bientôt à l'université de Luango, vous avez pris l'initiative de soutenir la construction de l'université catholique de Liambou dans le district de Luango, dans le département du Kwilu. La présente cérémonie constitue donc une réponse apportée aux préoccupations des parents, à la massification de la population estudiantine et à la nécessité de rapprocher l'offre des apprenants. La coupure du ruban symbolique par le chef de l'État, le dévoilement de la plaque inaugurale ont ouvert la voie à la visite guidée. Enfin, cette université accueillant déjà sa deuxième vague d'étudiants dispose d'une seule faculté pour le moment, la faculté des sciences technologiques, où sont enseignées les mathématiques, la physique, la chimie, l'informatique, la géoscience et la biologie. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a bouclé son séjour de travail dans le département du Kwilu par la pose de la première pierre des travaux de construction du musée de Luango, mardi 18 novembre 2025 en fin de journée. Accompagné de quelques membres du gouvernement avec à leur tête le premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso pose cet acte de mémoire pour permettre aux générations actuelles et futures de s'imprégner de l'histoire de l'esclavage. Au nombre des invités, une grappe de diplomates venus pour la circonstance vivre ce moment historique. L'histoire a été rappelée par le préfet du département du Kwilu, Paul-Adam Dibouilou, honorant le chef de l'État. Notre pays, le Congo, voire le monde entier, ne cessera jamais de vous remercier fortement d'avoir permis la construction de ce monument et célébrer ce lieu mythique qui ne pourra ni ne saura plus jamais effacer la mémoire de cet espace dont les vents et les vagues murmurent encore l'histoire des hommes et des femmes nés libres, mais entassés, enchaînés et forcés à une effroyable traversée vers l'inconnu. Nous avons le devoir de transmettre cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, à la jeunesse qui trouvera en ces lieux les outils de travail sur le crime de l'esprit et le travail de mémoire dont notre pays fut abondamment meurtri. Pour sa part, le ministre des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, a présenté les aspects techniques des ouvrages qui seront dressés dans ce musée. Cette silhouette qui fait rêver est consacrée à la mémoire.
et se développe sur un site de 31 000 mètres carrés sur le lieu dit baie de Luango, avec une durée prévisionnelle des travaux qui nous amènera à fin 2026. Avec une surface totale bâtie de 3 300 mètres carrés, le mémorial est compartimenté en 4 zones communicantes, ainsi qui suit. Une première zone d'entrée aux commodités requises, comprenant un espace d'exposition pour artistes. Une deuxième zone dite de parcours permanent du mémorial. Une troisième zone est consacrée à la cinémathèque. Une quatrième zone dite commerciale. En posant cette pierre, le chef de l'État transforme ce site en lieu de réconciliation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aujourd'hui, en posant la première pierre du mémorial de la baie de Luango, vous transformez ce seuil en promesse. Vous faites de ce lieu de facture un lieu de réconciliation. Vous rendez à ces âmes leur voix, à ce rivage sa dignité, à notre mémoire sa verticalité. Ce geste fondateur que vous accomplissez, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vaut bien plus qu'un acte de commémoration. S'en est suivi le rituel de consécration des lieux. Ainsi, le président de la République pouvait, truelle à la main, poser la pierre avant d'aller s'approprier des plans du futur musée. En guise de remerciement, les élus du Kwilu ont remis des présents au chef de l'État. Le jeudi 11 décembre 2025, à 11h, s'est produit un incident malheureux au marché domanial de Kwiku, dans l'arrondissement 4. Une unité de la brigade anticriminalité a été dépêchée pour rétablir l'ordre contre les délinquants dits bébés noirs. Dans la foulée de la poursuite, cet adjudant-chef, voulant atteindre sa cible, a tiré en direction de ce kiosque Congobet. Un tir qui a causé la mort de la nommée Crystal Pucho Machimani, en état de gestation à son poste de travail. Accompagné des officiers de police judiciaire, le mercredi 17 décembre 2025, la procureure de la République près du tribunal de grande instance de Pointe-Noire a fait une descente sur les lieux pour la reconstitution des faits. Descente donnant suite à l'enquête ayant abouti ce vendredi 19 décembre 2025 à un point de presse pour éclairer la lanterne de l'opinion. Une équipe de la brigade anticriminalité, BAC en sigle, était dépêchée au marché domanial de mardi, en Kwiku, à l'effet de mettre fin à un trouble à l'ordre public orchestré par un groupe de jeunes malfaiteurs communément appelés bébés noirs. Après leur déploiement, les jeunes délinquants se dispersaient, prenant la fuite à travers des ruelles difficiles d'accès en véhicule. Toutefois, un groupe de 3 éléments dirigé par un adjudant-chef, se lançait à la poursuite d'un jeune bien identifié qui arborait une machette. Alors que celui-ci atteignait l'entrée d'une rue adjacente à l'avenue principale, l'adjudant-chef, qui se trouvait à environ 20 mètres, pointait sur lui son arme et le sommait de s'arrêter, ordre auquel le délinquant ne daignait obtempérer. C'est ainsi que, pour l'empêcher d'entrer dans la ruelle et disparaître dans le quartier, l'adjudant-chef faisait usage de son arme de service de type PMACA, tirant successivement 3 coups de feu qui, tous, manquaient leur cible. Un des 3 projectiles, cependant, perforait la paroi métallique du kiosque Congobet, placé à l'entrée de la dite ruelle, touchant au cou son occupante, Madame Puchod Matimani Crystal, congolaise, âgée de 38 ans, mère de 2 enfants en état de gestation, laquelle succombait à ses blessures. Les faits, une fois qualifiés, le parquet a décidé. Par ailleurs, en raison de la qualité d'officier de police judiciaire du mis en cause, une requête est adressée à la Cour suprême aux fins de désignation de la juridiction devant instruire et juger les faits qui seront définitivement mis à sa charge.
Dans l'attente, j'ai décidé d'engager les poursuites contre le nommé Moukala Audrey Christelle, adjudant-chef de police, en demandant à monsieur le doyen des juges d'instruction d'ouvrir une information judiciaire à son encontre pour le chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, conformément à l'article 309 alinéa 4 du Code pénal. Je requiers également son placement sous mandat de dépôt. Au juge de rendre la justice au nom du peuple congolais pour rassurer les justiciables que nul n'est censé ignorer la loi.